Yes! La remontada est lancée. J'ai pas la musique, j'ai pas de reload, rien que ça à dire. Bon, non, tout va bien. J'ai les bras levés pour ceux qui sont en audio, c'est pour ça. Je vérifie. La remontada est lancée. Je vous l'annonce. La semaine dernière, Grégory 9, Raphaël 9, Raoul 8 et moi-même 10. Ça y est, c'est parti. Là, je suis inarrêtable. Alors, il y a un peu de chemin à refaire. 47 pour moi, 51 pour Raphaël et Raoul et 60 pour Grégory. Donc, c'est une remontada lancée de manière calme, mais déterminée. Passons au... Il peut y avoir des changements cette semaine. Il peut y avoir des changements cette semaine. Quelques matchs clés, pardon. Passons au match de la semaine, justement, jeudi à vendredi, donc dans la nuit, si vous nous regardez en direct. Cardinals, 1 victoire, 5 défaites. Broncos, 2 victoires, 4 défaites. Ça joue gros à Denver. Normalement, ils ont la main, mais si David Johnson sort de sa boîte, on l'a dit, puisqu'ils ont eu des gros problèmes au sol ces dernières semaines, est-ce que... moi, je vais parier Broncos. Mais c'est le facteur X. Je vais parier Broncos aussi. C'est vrai qu'on parle du jeu au sol des Cardinals et surtout du mauvais run-stop des Broncos depuis le début de la saison. Après, il y a quand même un jeu au sol du côté de Denver qui n'est pas inintéressant. Je pense que cette défense des Cardinals, on en parlerait plus si l'attaque était capable de performer et mettait Arizona un petit peu plus en valeur. C'est une des défenses dont on ne parle pas énormément. Ils ont pris un gros bouillon contre Los Angeles en deuxième semaine, mais il ne me semble pas qu'ils ont pris d'autres éclats depuis. Donc ça peut être une équipe qui va vraiment enquiquiner Case Keenum, joueur dont on sait qu'il est capable de faire un coup oui, un coup non. Je te rejoins globalement, je dirais Denver pour moi quand même, notamment d'un point de vue pass rush pour mettre la pression sur Josh Rosen. On enchaîne avec dimanche, c'est à 15h30 que ça commence à Londres cette fois. Chargers 4 victoires, 2 défaites. Titans 3 victoires, 3 défaites. T'étais pas là mardi pour témoigner, est-ce que tu crois toujours en Marcus Mariota? Je te pose la question toutes les semaines. Jamais vraiment cru, mais là ça devient compliqué. Ouais, ça devient un petit peu compliqué. Alors, j'avais dit il y a quelques semaines que cette équipe de Tennessee, elle s'adaptait un peu à l'adversaire. Bon, là, en l'occurrence, contre Baltimore, c'était censé être un duel, on va dire, au moins pour les wildcards AFC, et ils ont bien pris le bouillon, notamment d'un point de vue O-line. A priori, le pass rush des Chargers me semble pas plus accueillant que celui des Ravens. Donc, ils prendront pas 11 yards, 11 sacs, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ça va être un peu plus compliqué. Le run-stop des Chargers qui est capable de freiner la force principale de Tennessee avec Derrick Henry et Dion Lewis. Ça peut, à l'instar de ce qu'a montré Oakland le week-end dernier, être une après-midi un peu compliquée pour les Titans. J'y vais avec les Chargers personnellement. Les Chargers sont autorisés que 24 points sur les 2 derniers matchs. Donc ça aussi à prendre en compte. Par contre, ce qui est à prendre en compte, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Avec le décalage horaire, l'équivalence Los Angeles, puisqu'ils viennent de Los Angeles, les Chargers, pour eux, jouer ce match à 15h30 heure française, donc c'est 14h30 heure de Londres, si je dis pas de bêtises, c'est une heure de moins. L'équivalent pour eux sera 6h30 du matin, heure de Los Angeles. Voilà. Ils seront quand même assez tôt pour leur horloge biologique en théorie. Ils vont être contents, les fans californiens qui vont se lever. C'est ça, les téléspectateurs aussi doivent être très heureux. Donc moi, je vais dire les Chargers également. Coup d'envoi 19h, Jaguars, 3 victoires, 3 défaites. Texans, 3 victoires, 3 défaites. Les Texans ont gagné 3 fois de suite, mine de rien. Leur ligne offensive en galère risque quand même de souffrir énormément face aux Jaguars. Ils ont pris 25 sacs cette année. Alors les Browns en sont à pire maintenant, ils sont à 26 au total. Mais quand même, Watson est à 7 interceptions, 4 fumbles perdus, il prend 25 sacs. Voilà, c'est quand même ça paraît être une bonne occasion pour des Jaguars qui ont arraché que 5 ballons cette année, paradoxalement. Mais là, je vois pas comment pas parier sur les Jaguars. Écoute, en tout cas, rien qu'à leur défense. C'est un beau duel de quarterback, en tout cas. C'est un beau duel de daltonien, mais non, mais en tout cas, blague à part, c'est sûr que, en plus, la défense des Jaguars, je pense, va être un peu énervée par le fait de cette fait botter les fesses en première mi-temps par le jeu au sol des Cowboys le week-end dernier. Là, en l'occurrence, j'identifie pas de running back à Houston aussi impressionnant que peut l'être Ezekiel Elliott à Dallas. Donc très clairement, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue pass rush et en plus avec le run stop, à mon avis, ça peut être assez compliqué pour l'attaque des Texans. Et j'y vais sur Jacksonville de mon côté. Je suis pas confiant de ouf sur l'attaque des Jaguars, mais la défense va être tellement normalement sereine sur ce match. Ça peut être serré parce que si l'attaque est pas, il y aura toujours pas Leonard Fournette a priori. Donc les Texans sont 10e contre
contre la course. Bon, en tout cas, si Houston gagne et passe devant Jacksonville au classement, ça sortira de nulle part. Ouais, ce serait incroyable. Philadelphia Eagles, 3 victoires, 3 défaites. Panthers, 3 victoires, 2 défaites. Gros match de la NFC. Les Panthers ont récupéré Greg Olsen et Thomas Davis, mais ils ont perdu la semaine dernière, notamment à cause des ballons perdus. Les Eagles se sont bien relancés. C'est un match plutôt équilibré quand même sur le papier. Il va y avoir 2 très bons quarterbacks mobiles, donc il va y avoir du spectacle. Ouais. Je vais mettre une pièce sur Philadelphie, même si je serais pas étonné dans les deux sens, très honnêtement. Là, très clairement, pour moi, le facteur clé, ça va être quel run-stop sera plus efficace. On sait que du côté de Philadelphie, on part sur un comité de coureurs un petit peu bis contre un des meilleurs run-stop de la ligue. En tout cas, maintenant que Thomas Davis est revenu, on a de nouveau le run-stop, un des run-stop le plus intimidant de la NFL. Et puis de l'autre côté, on a une équipe des Eagles qui, sur le run-stop, est quand même plus que correcte depuis le début de la saison. C'est une des meilleures équipes dans ce registre-là, et encore plus à domicile. Donc il va y avoir du boulot, notamment pour Christian McCaffrey, pour espérer trouver des brèches. Je te rejoins, j'irai de mon côté. Je dis que je te rejoins, mais tu n'as pas de pronostic encore. Si, t'as pas. Je disais bien ce qui me semblait, je ne perds pas complètement la boule. Donc je te rejoins et je dis également Eagles de mon côté, de par les lacunes quand même qu'a montré Carolina le week-end passé. Jets, 3 victoires, 3 défaites. Vikings, 3-2-1. 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Ça va courir, les deux équipes sont sur 2 victoires consécutives, 2 équipes qui veulent courir. J'ai envie de dire un peu même philosophie, mais avec des armes meilleures du côté de Minnesota. Donc je vais prendre Minnesota. Ouais. Même si je dis des armes meilleures au niveau des coureurs, ils n'ont pas à rougir avec Crowell et... C'est ça, offensivement, du côté des Jets, on voit de meilleures choses. Alors, même s'ils ont affronté Denver et Indianapolis, qui sont clairement pas au mieux en ce début de saison, et donc c'est un peu à relativiser. Minnesota, il me semble qu'ils ont perdu Mike Hughes sur blessure jusqu'à la fin de la saison. Terminée. Par contre, on voit que malgré l'absence de Griffin, Daniel Hunter prend bien le relais, meilleur saqueur de la ligue, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que contre cette O-line des Jets, que je trouve un peu sur courant alternatif, ça peut être une clé. On a vu que Latavius Murray est également capable de prendre le relais d'Alvin Cook sur le jeu au sol. Donc malgré tout, Mike Zimmer il arrive à trouver des solutions malgré les quelques soucis qu'il a, et même si on voit que tout n'est clairement pas parfait du côté de Minnesota. J'irai quand même avec Minnesota, je pense, d'une courte tête. Attention quand même aux ballons perdus. New York a piqué 15 ballons cette saison. Ils sont deuxième en NFL sur cette stat. Chicago Bears, 3 victoires, 2 défaites. Patriots, 4 victoires, 2 défaites. Les Patriots sortent d'une victoire contre les Chiefs. Les Bears ont perdu contre Miami. On a appris que Khalil Mack est légèrement touché à la cheville. New England a 39 points par match sur les 3 derniers matchs en moyenne. Ça s'annonce quand même compliqué pour Chicago. Je vais prendre les Patriots qui semblent quand même être bien revenus, et je pense pas que Mitch Trubisky, même avec une très bonne défense derrière lui, puisse suivre le rythme de cette attaque. Et moi j'irai avec les Bears, même s'ils m'ont un peu trahi la semaine dernière. Je le confesse, j'avais joué Chicago sur Unibet à Miami et je l'ai amèrement regretté. Maintenant sur la question, alors tu le disais, Khalil Mack est blessé. Il y a une bonne O-line quand même du côté de New England, malgré les soucis qu'il y a eu pendant l'intersaison. Donc ça va être un match-up à clairement identifier. Je ne suis pas du tout rassuré pour autant par la défense des Patriots. Ils gagnent 43-40, mais avec une défense dont on connaissait déjà les lacunes et qui a encore été assez criante. Et j'attends de voir un petit peu ce que va donner ce run-stop de Chicago. C'est la seule équipe qui a pas encaissé de touchdown au sol depuis le début de la saison. Contre un Sonny Mitchell qui commence à trouver un rythme au niveau de cette attaque des Pats. Je me dis que Chicago a peut-être moyen de bloquer un petit peu le jeu au sol. Et après, il faudra voir s'ils arrivent à mettre suffisamment de pression sur Tom Brady. Mais le fait que Trubisky n'ait pas besoin de forcer son talent non plus pour éventuellement prendre à défaut la défense des Pats. On a vu qu'ils étaient tombés à Détroit, par exemple, même s'il y a eu des retours entre-temps et en tout cas un rythme de croisière qui maintenant est là. J'y vais avec Chicago personnellement. Très bien, tu oses. Colts, 1 victoire, 5 défaites. Bills, 2 victoires, 4 défaites. Buffalo a une chance dans ce match quand même. Ils ont une défense qui est opportuniste. Ils sont 3e sur les yards encaissés. C'est d'autant plus fort qu'ils n'ont pas d'attaque pour les aider, donc ils passent du temps sur le terrain. Nathan Peterman ne joue pas, ce qui peut être un avantage aussi. Je ne comprends vraiment pas. Ils ont une chance. Ils ont préféré faire jouer Derek Anderson qu'ils ont signé il y a 10 jours. Ouais. Donc voilà, Buffalo a une chance. Je vais prendre les Colts quand même. Parce que Andrew Luck a battu du boulot, que T.Y. Hilton a l'air d'être de retour, il s'est entraîné. Donc je vais prendre les Colts sur cette base-là, parce qu'entre deux équipes très faibles, je vais quand même prendre celle qui a un quarterback. Mais je serais pas étonné que les Bills embêtent un peu en défense et s'accrochent un peu dans ce match. Voilà. Mais je vais prendre Colts. Ouais, ça peut être un festival d'interception comme il y a eu à Houston le week-end dernier pour les Bills.
Mais oui, c'est sûr que s'il y a du retour du côté d'Indianapolis, et ils ont quand même un peu de pass rush pour mettre la pression sur Anderson, donc Indianapolis pour moi aussi. Les Buccaneers, 2 victoires, 3 défaites. Les Browns, 2 victoires, 3 défaites, 1 nul. 2 numéros 1 de la draft face à face, Jameis Winston et Baker Mayfield. Qui aura la meilleure carrière dans 10 ans? Faisons un peu d'hors sujet. Baker Mayfield, largement. Bon, voilà, fin du débat. Comme ça, non, tu crois plus du tout Jameis Winston? Là, j'attends que tu me dises, mais dans 10 ans, il sera en prison. Ça peut. Attention, ça va vite. En NFL, il faut se méfier. Dans 10, dans 2, ça peut... Non, mais voilà. Après, c'est sûr que Jameis Winston, il a un côté un peu plus imprévisible dans le mauvais sens du terme. Baker Mayfield, il a une très mauvaise ligne. Et franchement, ça lui rend pas service. Il commet des erreurs également, mais... C'est presque une opposition de style parce que Tampa est la 2e meilleure attaque de la ligue sur les yards gagnés quand même. Et Cleveland a une bonne défense cette saison. Moi, je vais prendre Tampa. Alors, pas sur la base de ma foi en cette équipe sur le long terme, mais ça fait partie des matchs qui peuvent dynamiter et gagner. Je pense pas qu'ils seront positifs à la fin de l'année, par exemple. Mais je pense qu'ils peuvent dynamiter ce match, c'est à domicile. Baker Mayfield est encore rookie. Ils viennent de changer de coordinateur défensif. Il y aura peut-être un petit peu de sursaut, d'orgueil des défenseurs. Je pense qu'ils peuvent prendre ce match-là. Donc je vais dire les Buccaneers. Et je joue les Buccaneers également. Alors c'est vrai que le fait de virer Mike Smith, vu le nombre de points qu'il prenait, c'est pas illogique. Après, il faut pas perdre de vue que les Bucs étaient une des meilleures équipes contre le jeu au sol. Et là, en l'occurrence, c'est la vraie force de Cleveland depuis le début de la saison. Donc s'ils arrivent vraiment à stopper ça, derrière, il va encore falloir que Baker Mayfield essaye de se dépatouiller, en plus avec une O-line qui n'arrive pas à bien bloquer. Et là, en effet, si le nouveau coordinateur, Mark Duffner, arrive à insuffler un peu plus d'agressivité sur le pass rush, ça peut être assez long pour Cleveland. C'est pour ça que j'irais peut-être plus vers Tampa. Miami Dolphins, 4 victoires, 2 défaites. Lions, 2 victoires, 3 défaites. Sortie de semaine de repos pour les Lions. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Ils ont tapé Aaron Rodgers et Tom Brady cette année. En face, Miami, même plus incertain d'ailleurs, puisqu'il est déjà forfait, Ryan Tannehill. Donc c'est Brock Osweiler qui jouera encore une fois. C'est clairement pas le match sur lequel il faut mettre de l'argent. Non, là, c'est le petit conseil quand même de la semaine. Oui, mais ça, c'est sûr. Je vais mettre les Lions, même si Miami est un peu plus solide dans l'ensemble et qui se débrouille bien avec leur playmaker, on l'a dit mardi. Mais sur un match en sortie de semaine de repos, je vais dire Matt Stafford, donc je vais dire les Lions. Je pense pas que Brock Osweiler s'en sorte 2 fois comme ça. Écoute, l'histoire m'a appris qu'il fallait pas jouer contre Miami. Non, après, c'est vrai que, en fait, il y a un facteur qui me fait plutôt aller vers les Dolphins malgré les circonstances. C'est qu'il y a une équipe de Miami qui, même si elle n'est pas extrêmement flashy depuis le début de la saison, crée des turnovers. Et à l'inverse, Détroit, si on prend par exemple le jeu contre la passe, c'est une des équipes qui concerne le moins de yards dans les airs, mais c'est une équipe qui provoque pas trop de turnovers. Je crois qu'ils ont fait 2 interceptions peut-être depuis le début de la saison. Donc il y a peut-être ce côté-là qui me fait dire que sur le côté vraiment playmaker, capacité à récupérer le ballon, à voler le ballon à l'adversaire, j'irais peut-être plus vers les Dolphins. Et j'ai beau apprécier les qualités du meilleur quarterback de moins de 31 ans, on sait qu'il y a des matchs où il est capable de sortir un petit peu, et encore une fois, contre une défense opportuniste, ça peut se payer cash, donc Miami pour moi. Donc Lions pour moi. Le coup d'envoi à 22h05, c'est Ravens Saints. On a dit Ravens pour Gregory, Saints pour moi. Donc il y a beaucoup de désaccords. Si j'ai du bol, là, ça peut être vraiment la remontada. Oui, calme-toi quand même. Coup d'envoi dimanche à 22h. Écoute, je sais que le mot remontada fait tout de suite frémir les supporters du PSG, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Tu devrais savoir que rien n'est joué dans la vie. Non, très bien. Coup d'envoi dimanche 22h25, Redskins 3 victoires, 2 défaites, Cowboys 3 victoires, 3 défaites. Alors les Cowboys ils sont à 3-3, c'est 3 à domicile, 3 à l'extérieur. Le 3-3, ils sont à 0-3 à l'extérieur. Est-ce que ce match se résume à qui gagne au sol? Parce qu'en fait c'est un peu ça, moi je trouve, pour ces 2 équipes-là. Si Adrian Peterson roule, les Redskins sont bons, leur défense est bien. Tu m'as dit avant l'émission, attention Daron Payne, rookie de l'année défensif. Oui, alors c'est vrai que ces 2 équipes, alors on en parlait mardi, mais c'est vrai que Washington, c'est une défense qui est assez sous-estimée. Ils prennent pas des wagons de yards, des wagons de points tout simplement. Bon, après, ils n'ont pas joué que des cadres non plus. Il y a eu Arizona et je sais plus quelle autre équipe... ils ont joué. Bref, je vais pas m'en mêler les pinceaux, mais en tout cas, c'est un match qui peut être un peu plus défensif que ce à quoi on s'attend. Pour répondre à ta question, oui, ça peut être très clairement le jeu au sol qui va être un facteur important. On voit que Dallas, par exemple, a une meilleure défense contre la passe que contre la course, ce qui n'était pas forcément la situation ces dernières années. Donc, il y aura peut-être pour Jay Gruden la volonté de s'appuyer un peu plus sur Adrian Peterson. Par rapport à ce que tu évoquais, à savoir les petites difficultés en déplacement, je pense que j'irais peut-être plus vers Washington.
En effet, Darren Payne est capable de faire du grabuge et on voit que la O-line sur l'intérieur du côté de Dallas est un peu en délicatesse, donc Redskins pour moi. Ouais, je dirais Redskins aussi là-dessus pour le côté domicile extérieur et le jeu au sol. Même si le jeu au sol de Dallas est meilleur sur le fond. Oui, ça peut s'équilibrer, mais sur la O-line, ça peut être la différence. Voilà. 49ers, une victoire, 5 défaites. Rams, 6 victoires, 0 défaites. C'était le match qui était prévu en prime time. Ils l'ont déplacé finalement suite à la blessure de Jimmy Garoppolo, ce qui est du coup dur puisque CJ Beathard s'est plutôt défendu. Après, les Rams, c'est pas encore ça en défense, mais ils risquent de pas être aussi accrochés que les Packers, parce que les Packers ont été accrochés par les 49ers. Là, avec un Todd Gurley qui risque quand même qui est très très en feu, il devrait être un peu plus tranquille. Moi, je vais mettre Rams, ça me paraît. Oui, Rams aussi. Après, on voit que San Francisco, alors ils ont enquiquiné Green Bay, mais ils avaient aussi enquiquiné les Chargers, il me semble, en déplacement il y a quelques semaines de ça. Donc, c'est jamais des victoires très faciles. Arizona, ils perdent, mais s'ils gagnent, il n'y a rien à redire. Il faut avoir le visage qu'ils veulent montrer sur un match de division en plus, mais oui, c'est un peu compliqué de ne pas mettre la Rams sur ce match-là. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, Chiefs-Bengals, donc c'est celui qui a été déplacé en prime time. La défense des Chiefs est sur un rythme record en termes de yards encaissés. Est-ce que ça laisse encore une chance aux Bengals, quoi qu'il arrive ? Oui, très clairement, ça va être un match avec beaucoup de points, j'imagine. Mais les Chiefs vont en mettre plus. C'est compliqué parce que c'est pareil, cette équipe de Cincinnati, moi il y a du talent défensivement, mais il n'y a pas de mental, quoi. Moi c'est vraiment ce qui me plombe un peu l'opinion que je peux avoir sur eux. Je dirais Kansas City quand même. C'est sûr que voilà, ils sortent d'une défaite un peu crève-cœur entre guillemets, parce qu'ils marquent quand même 40 points la défense de New England, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment, alors peut-être Super Bowl récent, mais oui. Mais voilà, j'y vais quand même avec Kansas City pour partir du bon pied. Avec un vrai bon coach, tu leur mets, je sais pas, un Pete Carroll, un John Harbaugh, un truc comme ça, c'est des tueurs les Bengals. Tu prêches un convaincu. Chiefs aussi, coup d'envoi du Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin. Falcons, Giants, 4 victoires de défaite pour les Falcons, 1-5 pour les Giants. C'est pas le Monday Night le plus glamour sur le papier, sur le bilan des équipes. C'est la meilleure équipe à 2-4 contre la presque meilleure équipe à 1-5. Alors, sur le bilan des équipes, c'est pas le plus glamour. Sur les noms, un peu plus, parce qu'on a quand même un finaliste du Super Bowl il y a 2 ans et une équipe qui a 2 titres sur les 10 dernières années. Je pense quand même qu'à aucun moment, alors je sais que tu vas parier sur les Giants parce que tu es superstitieux, mais à aucun moment, les Giants ont l'air de pouvoir suivre l'attaque des Falcons, même s'ils prennent des points, quoi. Alors, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Après, on a vu que, par exemple, à Carolina, dans un match qu'on pensait plier pour les Panthers, les Giants étaient revenus et sont passés quand même à un field goal de 63 yards de s'imposer. Ça reste la NFL, ça reste hyper compétitif. On est sur un match en prime time où on a quand même assez souvent des surprises. Et du côté d'Atlanta, il y a les blessures qui succèdent. Matt Bryant, leur kicker qui est blessé. Devonta Freeman, Devonta Freeman, mais oui, c'est ça. Il faisait plus vraiment partie du roster cette saison, donc voilà, bonne continuation à lui pour son prochain passage à la compta. Mais non, il y a Sanu et Ridley, c'est ça que j'allais dire, qui sont un petit peu touchés également. Donc mine de rien, ça réduit les cibles de Matt Ryan et ça peut occasionner un petit peu plus ça peut peut-être rendre le score un petit peu plus étriqué. Giants par superstition. Éviter les surprises. Oui, je mets Giants par superstition, mais ça fait partie des matchs que j'avais identifiés comme prenables pour Atlanta après le début de saison compliqué. Donc c'est un succès d'Atlanta et pas non plus farfelu. Bon, moi je vais dire Atlanta parce que je pense qu'ils vont déborder cette équipe des Giants. Au repos, on a les Packers, les Raiders, les Steelers et les Seahawks. On commence à rentrer dans le dur au niveau des semaines de repos. Il y a 4 équipes, c'est la première fois de la saison. On passe au code de la semaine.